Bonjour, je suis Ismail Cherkaoui, cofondateur de Hub Advisor, société de stratégie, de veille et d'acculturation digitale. Notre métier est d'aider les dirigeants d'entreprise à transformer leur organisation pour la rendre plus agile, customer-centric et data-driven. Pour apporter des réponses concrètes à notre communauté de dirigeants, nous interviewons tous les mois des pionniers du digital qui nous partagent sans langue de bois leurs réussites, leurs échecs et aussi les leçons qu'ils ont pu tirer. Dans nos interviews, on parle de choix technologiques, d'organisation, de transformation de la culture. Si vous êtes intéressé par des retours d'expérience concrets et pragmatiques, n'hésitez pas à suivre nos contenus. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Donc, Olivier Cohn, j'ai 44 ans. Je dirige le groupe Best Western France depuis maintenant près de 11 ans. Je suis dans la maison depuis plus de 20. Comme l'a dit Ismaël, j'ai eu la chance de pouvoir grimper un peu tous les échelons. J'y suis rentré en 2001 pour m'occuper de Internet, ce qu'on appelait encore à l'époque, pour les plus anciens, les autoroutes de l'information. Et donc développer les premiers applicatifs de réservation en ligne. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans la structure et de toucher un peu à tous les métiers. Avant que, voilà, il y a 11 ans, on m'ait proposé de prendre la direction générale. Best Western, alors c'est quoi? Alors Best Western, c'est une chaîne hôtelière. Nous avons aujourd'hui 310 hôtels et près de 150 restaurants sur la France. Le groupe est un groupe mondial. On opère dans un peu plus de 100 pays. C'est 4400, 4500 établissements hôteliers dans le monde entier. Et on a un fonctionnement très particulier, peu connu dans le monde hôtelier pour le coup, plus réputé dans d'autres secteurs, c'est que nous sommes structurés en coopérative. C'est-à-dire que Best Western France est une coopérative française qui appartient à ses hôteliers. Best Western États-Unis est une coopérative américaine qui appartient à ses hôteliers. Et on fonctionne comme ça à peu près dans le monde entier, en tout cas là où c'est possible, là où ça a du sens. Et on a déterminé tous ensemble une gouvernance pour travailler ensemble. Donc on est indépendants, mais totalement en relation avec nos partenaires et amis américains et du reste du monde. Voilà pour une petite présentation. Écoute, c'est très clair. On va se pencher sur, on va dire, les 10 premières années de ton parcours chez Best Western. Tu rejoins le groupe très jeune et tu m'avais dit que tu venais, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'avais dit, voilà, tu étais un geek, ça m'avait marqué, et qu'à la base, voilà, tu étais sur les sujets autour de l'Internet. C'était un petit peu une feuille de route assez vague. Est-ce que tu peux nous dire les conditions de ton arrivée, quelle était ta mission de départ et comment, en fait, s'est passée ton ascension au sein de Best Western? Alors, si tu me permets, je vais remonter même un tout petit peu avant, ça donnera un peu de pourquoi ou comment. Donc, moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESCA à Angers. J'en suis sorti en 2000. Et bon, j'ai toujours été un peu geek de nature. Et en fait, à partir de la 3e année, il a fallu que je trouve un moyen de financer mes études. Et donc, j'ai fait un stage entre la 2e et 3e année pour une petite PME française qui avait les licences exclusives de vente des produits du Paris-Dakar et du Tour de France en VPC, donc en vente par catalogue, vente par correspondance. Et donc, j'étais là en stage pour développer le premier site web de vente en ligne des produits dérivés du Paris-Dakar et du Tour de France, rattaché au site officiel. Donc, j'ai appris sur le tas à gérer un projet de site internet. Et puis, j'ai mis les mains dans le code. Et comme il y avait d'autres projets dans cette structure, en fait, j'ai continué à travailler pour cette structure pendant mes 2 dernières années d'études. Et donc, j'ai développé des sites web, donc plutôt la nuit, parce que le jour, j'étais soi-disant en cours. Et ça m'a permis de financer mes études et ça m'a donné véritablement le goût de rester sur ce domaine Internet. Et donc, en fin d'études, je cherchais un boulot. Sauf que c'était l'explosion de la bulle Internet à ce moment-là, pas de bol.
Donc, c'était l'époque où il y avait un paquet de startups qui se retrouvaient sur le flanc. Donc, les jobs dans l'Internet, ça commençait à être difficile. Et donc, je suis rentré chez Microsoft. Je suis rentré chez Microsoft pour faire du marketing avant-vente. Un truc un peu obscur sur des produits serveurs. Et au bout de 6 mois, franchement, c'était pas mon truc. C'était pas mon truc, c'était compliqué chez Microsoft, donc j'en suis parti. Et là, j'ai rencontré le directeur marketing de Best Western qui cherchait quelqu'un pour s'occuper du web. Et donc, mon premier job chez Best Western, ça a été ça. Ça a été de rentrer en groupe pour faire développer, parce que je ne l'ai pas codé pour le coup, hein, faire développer le premier vrai site internet dynamique de réservation en ligne pour nos hôtels. C'est clair. Et tu as passé combien de temps sur cette partie site internet? Ça a été un projet qui a dû durer 9 mois, je pense. Alors, on avait déjà et c'était ça qui était assez rigolo, hein, on parlera peut-être de l'hôtellerie de manière un peu plus générale tout à l'heure, c'est que euh, dans le groupe Best Western, on faisait de la réservation en ligne dès 1996. On était les premiers au monde à proposer un site internet avec de la réservation en ligne. Donc, quand on a sorti notre projet en France, on s'est basé sur des technologies américaines, mais surtout, on a développé des choses beaucoup plus dynamiques. C'était plus du HTML, il y avait de la base de données, des choses comme ça. Ça commençait à être un peu rigolo pour le coup. Je comprends. Moi, ce que aussi j'ai pu noter, c'est que très vite, après avoir développé le site internet, c'était très axé réservation, tu as pris du galon et des responsabilités, tu t'es occupé de l'ensemble de l'informatique au sein de Best Western. Et puis, à un moment donné, tu es même passé à la transformation, au revenu management. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ton attitude dès le départ, en tant que personne qui était le geek ou la personne qui s'occupe de l'Internet dans l'entreprise et rien que cela, comment tu as réussi, toi, entre guillemets, te positionner sur des projets un petit peu plus ambitieux, un petit peu plus stratégiques, jusqu'à obtenir différentes promotions? Alors, c'est vrai qu'après ce projet Internet, le directeur général de l'époque me propose d'élargir mon périmètre. Donc, ça faisait 1 an que j'étais dans la structure et je me demande de m'occuper de tous les systèmes de réservation et de tous les systèmes d'information du groupe, puisqu'il fallait faire évoluer nos outils de réservation. Donc, en gros, c'est ce qu'un hôtel a sur son ordinateur pour publier dans le monde entier et à toutes les agences de voyage du monde entier ses tarifs, ses disponibilités. Donc, je prends ça en charge. Et en fait, mais de manière générale, c'est que moi, je me suis toujours intéressé à ce qui se passait dans l'entreprise. Et je crois que c'est un conseil qu'on peut donner aux gens qui ont envie d'évoluer dans la structure, c'est qu'il y a un périmètre qui vous est donné, il y a votre champ de travail, et puis après, il y a tout ce que vous pouvez regarder, vous intéresser, pour justement vous aider à être plus performant dans votre job, et surtout à aller apprendre un peu plus ce qui se fait dans l'entreprise, mieux comprendre les problématiques pour justement être en meilleure capacité d'y répondre. Moi, ça a toujours été un de mes trucs. C'est-à-dire que quand j'avais 5 minutes, j'allais voir le directeur commercial, je papotais avec lui pour comprendre quelles étaient ses problématiques, où est-ce qu'il avait des sujets, la directrice marketing, bref, toute l'entreprise. Moi, je m'intéresse à ce que font les autres. Et c'est en ça que j'ai beaucoup appris et que dans mes propres projets, derrière, j'ai pu intégrer une réflexion au niveau de la commercialisation, une réflexion au niveau du marketing, des achats, etc., etc. Donc, c'est déjà une première étape, c'est de s'intéresser à ce qui se passe autour de soi et de ce qu'il y a en dehors de sa fiche de poste. C'est un point essentiel, en fait. Si je te pose cette question, c'est que nous, on va travailler notamment avec de nombreux DSI. Et très souvent, ils nous disent, voilà, moi, l'informatique, il faudrait que ça occupe une place plus importante, DSI ou Chief Digital Officer. Et parfois, ils ont un petit peu du mal. L'IT est vu comme une fonction parfois support, pas forcément très liée au business, et ils ont du mal à gravir les échelons ou simplement sans gravir les échelons, avoir plus de poids dans l'entreprise. Ce que je note, toi, c'est que tu n'as pas hésité dès le départ à faire ce qu'on appelle du dépassement de fonction et t'intéresser à tous les métiers, voir le directeur commercial, voir le directeur marketing et entre guillemets lui dire comment je peux t'aider, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Tu as été aussi dans les hôtels directement, peut-être, j'imagine? Moi, j'en ai visité un paquet.
J'en ai visité un paquet. Parce que justement, quand on déployait des nouvelles versions de systèmes de réservation, ça impliquait les hôtels. Puisque c'était leur quotidien. Tous les jours, il fallait qu'à un moment donné, ils fassent remonter leurs informations pour qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, faire les ventes. Donc en fait, c'est aussi ça, c'est s'intéresser à ce qui est autour de toi et toutes les parties prenantes dans l'entreprise. Comprendre la problématique de l'un, comprendre la problématique de l'autre et comment tu peux aider finalement à résoudre ces problématiques. Et tu disais qu'en fait, il y a souvent des DSI qui ont peut-être un peu de mal à montrer l'importance ou à trouver les bons relais. C'est surtout parce que le job du Transformation Officer ou du DSI, pour moi, hein, Ouais, c'est c'est intéressant. quelqu'un qui doit accompagner le commerce. Pas l'inverse. Il doit accompagner le commerce. Et donc, pour accompagner le commerce, il faut qu'il comprenne le commerce. C'est pas le commerce qui doit s'adapter à la technologie, c'est la technologie qui doit s'adapter au commerce. Et pour ça, il faut donc, de manière très large, essayer de comprendre comment ça fonctionne, quels sont les ressorts pour pouvoir justement être apporteur de solutions. Et c'est intéressant parce que Chief Transformation Officer ou DSI, ils peuvent accompagner plein de métiers dans l'entreprise. C'est vrai qu'il y a plein de métiers. Il y a les RH, tu peux accompagner le marketing, tu peux accompagner la finance, la supply chain. Mais toi, en tout cas, ce qui t'a permis aussi de gagner en visibilité, c'est que tu t'es vraiment concentré sur un métier en particulier, c'est celui du commerce. Est-ce que je me trompe ou est-ce que tu as vu sur différents métiers où ton focus, c'était vraiment le business et le business et le business? Alors, moi, je me suis intéressé à tout. Ok. Vraiment à tout. Beaucoup au commerce, mais parce que aussi, dans mes fonctions, j'avais le commerce. Et oula, ça reste commerce. Mais dans tous les projets que j'ai été amené à gérer, puisque après m'être occupé des systèmes de réalisation, j'ai pris ce qu'on appelait chez nous la direction des projets, ce qu'on appelle aujourd'hui la direction de transformation, etc. Donc j'ai été amené à m'occuper de choses qui n'ont rien à voir avec de l'IT, hein, puisque j'ai travaillé sur la politique petit déjeuner de nos hôtels. Hein. J'ai travaillé sur la filialisation d'un business. J'ai travaillé sur des CRM, j'ai travaillé sur des systèmes de réservation, sur des plateformes commerce. Enfin bref, j'ai fait beaucoup de choses. Mais en fait, parce que j'avais de l'appétence et je me suis intéressé au sujet. J'ai dit, tiens, là, vous savez, on pourrait faire quelque chose, on pourrait améliorer tel process, on pourrait gagner en visibilité, on pourrait améliorer la performance en termes de revenus pour l'entreprise. Donc, encore une fois, ouverture d'esprit, la plus large possible. Je comprends. T'es allé sur des disciplines où forcément, de base, on ne te voyait pas forcément naturellement. Et t'as pas hésité à dire, ouais, ça, on peut l'améliorer, ça, on peut le faire différemment, parce que tu connaissais par cœur ton écosystème, comment fonctionnait le métier, tout simplement. Ouais, après, j'ai eu aussi la chance d'évoluer, moi, dans une petite structure. Ouais. À l'époque, on était 50. Donc, c'est plus facile de gratter à toutes les portes, de comprendre, d'apporter des choses à 50 que dans des entreprises où tu as 4000, 5000 personnes. Ouais, Forcément, c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus verrouillé, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, dans les petites structures, c'est des choses qui sont largement faisables. je comprends. Écoute, pour moi, c'est clair. Jusqu'à ta nomination en 2012 en tant que directeur général à 33 ans, Ouais. c'est ça? Est-ce que tu peux, je sais pas s'il y a des conditions particulières, est-ce que tu peux nous dire comment ça se fait que voilà, à 33 ans, on devienne DG, c'est pas du tout commun, même si ça remonte à quelques années. Est-ce que ça s'est fait dans des conditions particulières ou pas forcément, simplement, voilà, tu étais mieux placé vu que tu touchais à tout? Écoute, donc voilà, pour faire un petit peu le pitch, hein, des années juste avant de devenir DG, je m'occupe des systèmes d'info, de Résa, puis je prends la direction projet. Donc à ce moment-là, il y avait beaucoup de projets dans l'entreprise. Donc on me dit, tiens, tu veux pas mettre de côté l'e-commerce? Donc je mets de côté l'e-commerce pour aller sur tous ces projets de transformation de l'entreprise. Je fais ça pendant 2-3 ans. Et puis la personne qui avait repris la partie e-commerce ne se passait pas exactement comme il fallait et pas tout à fait l'appétence au digital. Donc on me redemande de reprendre en plus l'e-commerce. Donc on redéveloppe tout ça avec une nouvelle équipe. Et puis, à l'époque, j'avais recruté un second pour venir avec moi sur la partie digitale. Puis je lui avais dit, c'était un peu le deal, hein, je lui avais dit, écoute,
on se donne 3 ans. Dans 3 ans, si tu es au rendez-vous, bah écoute, à un moment donné, moi, j'irai voguer vers d'autres cieux. Et puis, bah, je te laisserai ma place. Et puis arrivent ces 3 ans, donc je commence à me dire qu'il va falloir que je lui laisse ma place. Et puis là, le DG de l'époque vient me voir, il me dit, écoute, Olivier, je pars dans un an. Donc j'ai discuté avec le conseil d'administration, je pars dans un an. Et je pense que tu es un des deux en interne qui peuvent reprendre. Donc il me dit, est-ce que ça t'intéresse? Et là, de manière très honnête, bon, les bras m'en tombent un peu. Je rentre chez moi, je me discute avec mon épouse, et puis je lui dis, puis je réfléchis quelques jours, hein, je me dis, bon, bah, est-ce que c'est un job que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie, finalement, de passer d'un métier d'expert à un métier très généraliste? Il n'y a pas beaucoup plus généraliste que le DG. Pour le coup, il faut être capable de comprendre à peu près tous les sujets, de communiquer. Enfin bref, le périmètre est quand même très, très différent. Puis je me suis dit, finalement, qui tente rien à rien. Soit je m'éclate et je suis bon dans ce métier-là, et tant mieux. Soit je m'amuse pas et je suis pas bon, et puis on me remerciera, et ça aura été une super expérience. Et donc, je vais voir le conseil d'administration, je dis, OK, ça m'intéresse. Et donc, là, avec 2-3 autres personnes de l'entreprise, je leur demande de travailler avec moi pour dire, voilà, si je dois être amené à reprendre dans un an, quels sont les sujets sur lesquels il faudrait qu'on fasse grandir l'entreprise. Donc, pendant ce temps-là, je quitte mes fonctions de directeur e-commerce et projet. Je crée une nouvelle division autour du revenu management, qui était déjà dans les cartons. Et puis, je travaille avec 3-4 collaborateurs du siège pour dire, voilà, sur quoi il faut on fasse avancer la structure, sur la qualité des hôtels, sur l'accueil, bref, des sujets qui n'étaient pas les miens, quoi. Donc, ce qui me permet de commencer à rentrer dans ces sujets-là. Et donc, je vais voir le conseil d'administration avant qu'ils prennent leur décision finale, parce qu'on était 2 candidats internes et puis se poser la question d'aller en externe. Et je leur fais une présentation, je dis, voilà, j'ai réfléchi avec d'autres. Voilà la vision stratégique que je vous propose pour les 5 prochaines années. Donc voilà, je passe devant le conseil d'administration, et puis une semaine après, ils viennent me voir, me dire, OK, c'est toi. C'est hyper intéressant dans ce point-là. C'est que tu n'es pas parti tout seul. Tu l'as pas joué solo. C'était la vision d'Olivier, mais portée, supportée par d'autres au sein du groupe. Et tu as eu ces relais aussi, c'est ces relais-là qui t'ont permis de pas te positionner en tant que potentiel futur DG. Ouais, alors, somme toute, pour moi, c'est assez naturel, j'ai envie de te dire. Tu peux pas évoluer tout seul. Et encore moins sur un poste de DG. Le DG, il a un rôle qui est un rôle qui tranche, qui affecte les budgets, qui communique, qui fait plein de choses, mais c'est pas toi qui fais à un moment donné. Donc si tu n'es pas entouré par des personnes plus compétentes que toi, ça marche pas. Ça marche pas. Tu peux pas être compétent sur tous les sujets. Et moi, j'ai toujours essayé de m'entourer autour de moi de gens plus compétents, plus intelligents que moi. En tout cas, au moins sur leur sujet à eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, je comprends. Je comprends parfaitement, mais je vois aussi que, tu sais, nous, on voit beaucoup de problématiques autour de la politique interne. Ouais. Nous, on discute avec des gens qui veulent transformer. Et donc, ça va rejoindre. Je vous remercie, Cyril, hein, pour la question, et on va l'aborder. Et quand tu veux transformer, il y a des résistances, il y a des freins, il y a un jeu politique. Et puis, tu as le risque de vouloir y aller tout seul. Très souvent, les gens nous disent, écoutez, moi, ça avance pas suffisamment vite, j'ai ma vision, je veux faire mes choses. Et puis, j'avance, et puis, advienne que pourra quelque part. Et toi, tu as eu un réflexe où tu as eu cette vision-là de se dire, bah, je ne vais pas me cantonner aux activités qu'on m'a données, je vais partir chercher ailleurs, je vais aller montrer ma tête partout, quelque part. Mais de l'autre côté, tu avais aussi des gens qui t'ont soutenu dans ça et sur lesquels tu t'es appuyé, même pour monter, même dans cette, entre guillemets, politique interne, tu as su la jouer collective. C'est ça que je retire, moi, en tout cas, de mon point de vue, parce que toute la journée, je parle avec des gens qui veulent transformer, qui sont face à ces freins-là, c'est que tu n'étais pas tout seul à proposer ce plan stratégique. Non, je n'étais pas tout seul. Et j'ai toujours, enfin, en tout cas, c'est ma conception, moi, de la direction de l'entreprise. Encore une fois, une entreprise, c'est un collectif. Ça peut pas être la somme d'individualités. Alors, ça peut marcher un temps. Mais au final, ça finit soit en guerre froide au sein de l'entreprise,
jusqu'à ce qu'il y ait des têtes qui tombent, soit ça va pas très loin. Euh, et quand tu parlais tout à l'heure de résistance au changement, etc., c'est que pour que ça fonctionne, mais c'est pareil pour les projets IT, etc., c'est que tu peux pas te dire, OK, mon objectif c'est ça, je vais le faire, et puis j'arriverai bien à gommer les résistances au fur et à mesure. Je vais les convaincre que c'est tellement bien mon truc qu'ils vont changer. Ça marche pas comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. En fait, dès le début, tu dois essayer de comprendre où vont être les résistances et comment tu vas amener les gens avec toi. Et si tu fais ça dès le début, tu anticipes le truc, tu vas pas tout voir. Ouais. Tu vas en couper, forcément. Mais si tu anticipes le truc, mais en fait, tu crées une dynamique, en fait, tu n'as plus de résistance au changement, ou tu en as beaucoup moins. Et donc, les gens viennent naturellement sur les projets. Mais ça demande de l'anticipation. Pour le coup. Intéressant. Ah, mais c'est un super conseil pour le coup. Euh, je prends la question, on a fini sur la première partie. On a une question de la part de Cyril qui nous dit toi, quelle était l'ouverture d'esprit de la part de TN+1, de tes dirigeants de l'époque? C'était des gens qui te laissaient aussi prendre cette place. Est-ce que ça a gêné à un moment donné? Tu sais, il y a aussi le discours où on nous dit oui, bah, t'es face des fois à des dirigeants qui disent bon, bah, c'est bien que tu veuilles prendre des responsabilités, mais tu as aussi le reste à ta place, entre guillemets. Est-ce que tu as été confronté à ça? Est-ce que tu as eu des réticences ou des sujets sur ce sujet-là? Ouais, bien sûr. Bien sûr, ça n'a pas été, honnêtement, ça n'a pas été une période très simple à ma prise de fonction, puisqu'on on était deux candidats internes. Donc, il y avait le directeur réseau, donc celui qui s'occupe de toutes les relations avec le réseau, et qui s'occupait en plus du développement. Euh, et, euh, et donc, en face à moi. Donc, moi, j'ai travaillé avec mes collaborateurs, avec la directrice achat avec qui je m'entendais très bien. Enfin, il y a beaucoup de gens avec qui je m'entendais très bien. Et c'est vrai que quand on a été en compète avec le directeur réseau, autant on s'entendait très très bien avant, autant de ce jour-là, ça a devenu particulièrement Ouais. compliqué. Et donc, quand j'ai été nommé, le conseil d'administration me dit, bon, bah écoute, voilà, faut qu'on trouve quand même quelque chose pour Stéphane. Donc, ce serait bien qu'il devienne DGA. Et alors, je leur dis, bon, bah, c'est votre décision, mais je suis pas sûr que ça peut marcher. Et très vite, au bout de 15 jours, on a vu que ça pouvait pas marcher, qu'il y avait un blocage pour des raisons de jalousie, etc. Donc, bon, on s'est vu, on s'est dit, on s'est gentiment engueulé, et puis on s'est dit, bon, on peut pas continuer à travailler ensemble, bah, t'as pas été choisi, il faut que tu partes, quoi. Donc, bien sûr, il peut y avoir de la politique interne. Bien sûr qu'il y a des moments, il y a des périodes de tension comme ça. Euh, Mais pour le coup, alors le truc était encore plus compliqué, je raconte ma vie personnelle, mais mon épouse travaillait chez Best Western et elle était sous la responsabilité du directeur réseau, Ah ouais. histoire de rajouter encore un peu plus de complexité à la complexité. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est comme tout, tout dépend comment vous amenez les choses avec les personnes. Moi, quand mon prédécesseur est venu me voir et m'a proposé, voilà, quand j'ai eu réfléchi, je me suis dit, tiens, ok, je vais y aller. Je suis allé voir un certain nombre de directeurs de département. Je dis, voilà, on m'a proposé ça. Est-ce que tu veux m'aider à travailler sur le truc? Ça veut rien dire. Je ne sais pas comment on fera après. Ça ne veut pas dire que j'ai pas pris d'engagement de poste. Euh, mais est-ce que ça te dit qu'on travaille ensemble sur l'avenir de l'entreprise? Et on a des gens plutôt intelligents dans le groupe. Et pour le coup, tous ceux que j'ai sollicités ont participé avec grand plaisir. Ouais. D'accord. Mais ça rejoint la question, et après, avant de passer sur la deuxième partie, de Vincent, qui nous dit comment as-tu fait pour solliciter chez les personnes. Comment avez-vous fait pour les solliciter sans créer chez elles d'attente cachée? Ou est-ce que dans le discours, c'était cash, c'était si je monte, tu montes aussi Non, non, c'était pas cash comme ça. Bon, il y a forcément un peu des attentes cachées qui se créent. Hein, on n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. J'ai pas fait à l'époque, j'ai pas fait de promesses. Mais assez logiquement, les gens qui m'ont suivi ont profité du changement. Et ont grimpé aussi dans la hiérarchie. Euh, Pas tant parce qu'ils m'avaient suivi, juste parce que c'est des gens à qui je m'entendais bien et à qui je savais qu'on pouvait faire du bon boulot. Enfin,
tout ça va un peu ensemble, en fait, hein. Je comprends. Moi, il y a un truc peut-être pour conclure sur cette première partie qui me frappe, c'est que tu as pris des risques. Ouais. Parce que tu as pris le risque de déranger, tu as pris le risque d'aller sur des terrains où on ne t'attendait pas, tu as pris le risque d'être en opposition avec des gens qui étaient peut-être plus âgés que toi, qui avaient plus d'expérience chez Best Western que toi, etc. Mais ça t'a pas fait peur et tu aurais pu perdre, entre guillemets. Mais bon, tu t'es dit, à un moment donné, si j'ai envie de monter, si j'ai envie d'évoluer, bah, je vais aller voir des gens en interne, je vais me positionner, je vais montrer ma tête. Et voilà. Après, quelque part, c'est plus dans tes mains. Mais toi, en tout cas, tu as fait les causes, quoi. Ouais, j'ai fait ça. Après, je l'ai toujours fait de manière très humaine, jamais par intérêt. Tu vois, je l'ai jamais fait en essayant de gratter mes ongles au sol pour essayer de gagner du pouvoir, de machin, des trucs. Elle est toujours fait dans une volonté d'intelligence collective pour le coup. Donc ça passe peut-être mieux auprès des gens que si tu arrives avec en donnant l'impression que tu as juste envie de leur piquer leur poste, quoi. Ça marche pas. Généralement, c'est là où tu vois tout de suite des freins qui se créent et de la résistance. Donc, faut savoir emmener les choses. Moi, je suis jamais rentré en chez Best Western ou même jusqu'à ce qu'on vienne me voir pour me dire, écoute, ce serait bien que tu sois un candidat à la reprise. Je ne m'étais jamais dit que je serais DG, que je voudrais être DG. Je m'étais jamais fait un plan de carrière comme ça. D'ailleurs, je m'en suis jamais fait de plan de carrière, mais c'était pas mon orientation. Je le faisais par plaisir intellectuel et pour envie de faire avancer la structure, quoi. Je le comprends et je peux dire que je te crois par rapport à ton engagement, parce que pour la petite histoire, nous on s'est rencontrés au sein du réseau Entreprendre et tu fais partie des mentors du réseau Entreprendre, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de directeurs généraux comme toi, qui ne sont pas si nombreux que ça, mais qui passent du temps, qui forment, qui aident les nouveaux dirigeants d'entreprise et qui ne gagnent rien derrière. C'est simplement de la jouer collectif, etc. C'est dans ce cadre-là que je t'ai rencontré. Donc, quand tu dis que tu la joues collectif, je sais que c'est pas que du discours, mais c'est que même dans ta vie personnelle, parce que c'est du temps que tu prends sur toi, ta personne et ta vie privée, c'est quelque chose que tu appliques. Donc, c'est clair. Merci beaucoup, Olivier. On peut basculer sur la seconde partie. Là, Allons-y. j'interroge vraiment le DG de Best Western qui a nommé un nouveau codir en plus récemment. Et au sein de ce codir, il y a une personne qui s'occupe du digital. Mm. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, pour toi, pourquoi c'était si important d'avoir une personne en charge du digital au sein même du codir et de manière générale, en 2022, quelle est la place qu'occupe le digital dans ta stratégie, dans ta vision pour ton entreprise? Alors, aujourd'hui, le digital, chez nous, c'est 70% de notre business. Voilà, tu as la réponse. Euh, 70% de notre volume d'affaires, il se fait sur Internet. Soit en direct, soit en indirect. Je crois qu'on fait encore 2% de notre chiffre d'affaires par téléphone. Moi, quand j'ai pris mes fonctions, on était à 20%. Tu vois. Donc, ça a été divisé par 10 en 10 ans. Notre site Internet est notre premier vecteur de chiffre d'affaires. Cette année, il devrait faire pas loin de 25 millions d'euros. Et on s'est donné comme ambition d'arriver à 40 millions d'euros d'ici 2025. Donc, c'est énormément d'investissement technique, d'acquisition, du X, du Y, etc. etc. Donc, bien entendu, je garde les gros investissements le plus près de moi possible. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le tourisme, de manière générale, est le premier secteur d'activité mondial. Il y a à peu près 12% du PIB mondial qui est du tourisme. C'est donc le premier secteur d'activité. Et quand on dit premier secteur d'activité, ça veut dire qu'en fait, c'est un secteur qui est disrupté en permanence. Il y a tellement d'acteurs qu'en fait, ça attire tout le monde. Et tout le monde veut venir prendre sa petite part du gâteau, gratter son petit bout de marge, etc., etc. Donc, c'est un métier qui évolue hyper, qui est soumis à révolution technologique permanente. Et donc, avoir, pour le coup, une directrice générale adjointe
en charge, entre autres, du digital au COMEX, c'est clé. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. C'est trop important pour nous pour que ça puisse ne pas y être. C'est important en termes de commerce, c'est important en termes de transfo, et c'est important en termes de satisfaction client. C'est pour ça que moi, j'ai réuni au sein de cette même direction l'e-commerce, l'IC, le marketing, la com et le service client. Parce qu'on met tout ça en œuvre pour travailler la satisfaction client. Et on va revenir là-dessus. Moi, il y a 2 questions. C'est la première sur ce que tu as dit sur l'idée de disruption. Et en fait, et on revient au tout début de l'interview, tu nous as dit dès 1996, Best Western faisait partie des premiers à avoir de la réservation en ligne. Oui. En fait, c'est l'idée aussi d'anticiper les révolutions technologiques. Il y a d'autres industries qui, aujourd'hui, en 2022, ne sont pas encore autant digitalisées que celles du tourisme, mais qui vont inexorablement aller vers là. Pour toi, c'est toujours important d'être en avance, en anticipation de ces tendances-là pour être toujours à la page. Est-ce que c'est un vrai enjeu? Ouais, c'est un vrai enjeu parce que, encore une fois, comme je dis, le secteur est tellement gros et tellement porteur d'investissement que tu te fais vite dépasser, en fait. Quand tu es dans un secteur qui est encore peu digitalisé, tu devrais pas, mais tu peux te permettre d'être un peu plus long que les autres. Mais on n'a plus beaucoup des secteurs comme ça. D'accord qu'il n'y en a plus des masses. Il y en a quand même mais bon, il y a encore 2-3 secteurs dans lesquels on pourrait agiter la cocotte du digital sérieusement. Nous, si on prend trop de retard, on est mort. Ce qu'il faut voir, c'est que, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, sur nos sites internet, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, mais on est en concurrence avec des distributeurs. On est en concurrence avec Booking, Expedia. Donc, un client qui cherche un hôtel, il va aller sur notre site, il va aller sur le site de l'hôtel, il va aller sur Booking, Expedia, il va passer par une trentaine de sites différents avant de réserver. Donc, si on n'est pas bon, si on n'est pas capable de convertir sur notre site, il va aller sur ces sites-là. Aujourd'hui, Booking, alors, au dernier chiffre que j'avais en tête, pré-crise, je crois que c'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 5 milliards d'euros d'investissement en pub chez Google par an. 5 milliards. Donc, tu vois contre quoi on se bat. Nous, avec nos petites centaines de milliers, nos petits millions, on est des petits joueurs. Donc, on est obligé d'être hyper malin et de regarder ce qui se fait pour essayer de garder la ligne avec eux, parce qu'eux investissent peut-être 300, 400, 500 millions d'euros en techno chaque année. Donc, si on ralentit, si on perd le fil, etc., mais on est mort. On est mort. Et l'autre question, merci beaucoup pour ça. Et l'autre question, c'est vraiment une question d'organisation. On voit que dans beaucoup d'entreprises, les fonctions que tu as décrites, à savoir le e-commerce, le marketing, le SI et la relation client, font dans des pôles différents, si bien que les entreprises sont très silotées. Et que le mot-clé qu'on n'a pas encore prononcé, c'est le mot data. C'est très difficile pour les gens qui sont à la transformation, qui doivent développer la data et l'utilisation de la data, de travailler parce que tu es dans des responsabilités, dans des silos qui sont différents. Toi, ça a été décidé récemment d'avoir cette activité-là, cette espèce d'énorme pôle en fait, qui regroupe tout. Pour toi, qu'est-ce que ça permet? Non, ce pôle-là, ça fait 5 ans qu'il est comme ça. Oui, bien sûr. 5-6 ans qu'il est comme ça. Et entre autres pour ces raisons de silotage. Moi, ça fait 10 ans, depuis que j'ai pris mes fonctions, que je me bats contre le silotage de l'entreprise. Pour moi, c'est le risque le plus grave qu'on ait dans l'entreprise. C'est des directions qui ne parlent pas ensemble, qui ne travaillent pas ensemble, qui ne font pas en sorte que les uns puissent aider les autres. Et donc, chaque année, je remets une couche sur les risques de silotage et comment on s'assure qu'on ne tombe pas dans ce risque-là. Et donc, l'organisation reflète cette envie-là et ce besoin de s'assurer que ça travaille ensemble. Alors, il y a toujours des petits silos à gauche, à droite. Ouais, c'est malheureusement ultra humain. Et la pandémie en a recréé. Et donc là, aujourd'hui, on se bat
contre les silos qui se sont créés pendant les périodes où tout le monde était en télétravail, fait enfermer, et où naturellement, on reprend les mauvaises habitudes de travailler en silo. Donc, c'est un travail sans fin pour nous. Mais à minima, trouver les organisations pour que les départements les plus stratégiques puissent travailler ensemble. Donc ça doit se refléter dans l'organisation. Je comprends. Et toi, pour revenir au DSI, puisque la plupart des participants aujourd'hui sont DSI, ce serait intéressant, et peut-être pour conclure aussi, toi, tu as décidé de nommer un DSI qui est aussi Chief Digital Officer. Donc, il a les deux casquettes, si ma mémoire. Ouais. Pour toi, c'était important de ne pas faire la différence, on va dire, entre l'IT traditionnel et le digital, les nouveaux sujets. C'est bien le cas? Tu vois les cas. Tu vois ce. Donc, quelle est Je vois où tu veux m'emmener. Quelle est ta vision tout simplement du DSI en 2022-2023? Pour toi, quelles doivent être ses prérogatives? Quelles doivent être ses qualités aussi? Écoute, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, la SI, elle est au service du commerce. Elle n'est pas au service de l'informatique. Moi, ce qui m'effraie, c'est quand je vois des statistiques qui disent qu'un projet SI sur 2 ne voit pas le jour. Moi, ça m'effraie. Hein. Et donc, quand on décide d'un projet, on regarde quel est le risque qu'il échoue. Ou est-ce qu'il est câblé de manière à pouvoir être une réussite. Et donc, moi, ce que j'attends d'un DSI et de notre DSI, pour le coup, c'est qu'on calibre les projets par rapport véritablement au besoin final. Pas uniquement à ce qui serait bien de faire, pas uniquement à 100% des besoins de ce que tout le monde a exprimé dans le cahier des charges, mais à quelque chose qui soit utilisable au quotidien et qui fasse gagner en performance, en productivité, en simplicité, etc. Et ça, et pour moi, c'est la clé de tous les projets qu'on mène. C'est allons pas faire des usines à gaz juste pour le plaisir de faire des usines à gaz, mais faisons des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent rapidement. J'ai des copains qui, je ne donnerai pas le nom de l'entreprise, j'ai un copain là qui est en ce moment en train de travailler sur une grosse transfo dans un très gros groupe, et ça fait 2 ans qu'ils sont sur le projet. Le truc n'est pas avancé, mais je me dis, c'est pas possible. Il y a une erreur sur la manière dont ça a été calé dès le début. Donc, moi, ce que j'attends, c'est des choses qui doivent fonctionner et qui doivent permettre à l'entreprise d'aller plus vite ou de gagner par ailleurs. Donc, attention à ne pas faire de la techno pour de la techno, même si parfois, il faut en faire un petit peu. Alors, c'est l'idée, tu es obsédé par le delivery, quoi. Faut que ça... Ouais, il faut traiter le délire. C'est comme si, quand je te disais tout à l'heure qu'il faut, au moment du démarrage du projet, penser toutes ou au maximum possible les résistances auxquelles tu vas avoir. Tu es l'œil sur le delivery, quoi. Et à quel moment on n'est pas en train de s'échapper de la delivery parce qu'on n'avait pas pensé à ci, on n'a pas pensé à ça, il faudrait rajouter ci, il faudrait rajouter ça. Et donc pour ça, il faut garder un œil toujours sur la partie commerce, alors qui n'est pas uniquement du commerce pour le coup, mais l'usager final qui va l'utiliser. Donc l'efficacité du projet. Écoute, franchement, c'est très clair. Il est 11h43, ça touche à sa fin. On a quelques questions. Donc, on va finir par là. On va finir par les questions. Et puis moi, j'en avais une autre, mais je la note. Je vais laisser... Alors, justement, j'allais te poser la question. C'est Benjamin qui nous dit « Les transformations ne sont pas toujours simples et très dépendantes de la dette technique. Le SI service de et il met le SI au service de l'ensemble des collaborateurs, pas uniquement du commerce. » C'est aussi un point. Ça soulève 2 questions. C'est quels sont les challenges, toi, auxquels tu es confronté pour arriver à transformer, auxquels le Best Western dans son ensemble est confronté. Et effectivement, le fait de dire oui, le SI, c'est pas que pour le commerce, même si tu as dit, toi, tu as ce focus-là commerce. Est-ce que tu le vois aussi pour sur d'autres tâches ou à d'autres rôles? Alors oui, Benjamin, vous avez raison. Vous avez raison, le SI n'est pas que au service du commerce. Même si, je répète ce que j'ai dit, le focus, il doit être là. Le focus principal. Bien sûr que le SI est au service des collaborateurs, des clients. Moi, la vision
en termes de transfo digital qu'on a, c'est d'essayer de digitaliser tout ce qui est digitalisable, tout en humanisant tout ce qu'on a digitalisé. Ça, c'est notre vision B2C, pour le coup. Euh, et la deuxième vision qu'on a, c'est de s'assurer que l'IC ou le digital permette de gommer toutes les frictions qu'on a pour le client. Okay, c'est un usage de simplification. Je vais prendre un exemple. Voilà. Aujourd'hui, vous arrivez dans un hôtel, vous faites votre check-in. Donc là, on va vous demander votre carte de crédit, on va vous demander votre carte d'identité, et puis on va remplir un certain nombre de paperasses qui sont nécessaires. Tout ça pour à un moment donné vous donner une clé. Et puis, dans un grand nombre d'hôtels, comme on a ça à faire qui est administratif qu'obligatoire, on a oublié de vous dire bonjour, de vous demander comment ça va, si vous avez fait mon voyage, si on peut vous proposer d'autres services, si vous connaissez la destination, etc. Donc, en fait, parce qu'il y a des process administratifs à faire, on en oublie parfois la notion du client, de son accueil, de sa satisfaction. Donc, pour moi, là, typiquement, la techno doit nous permettre de gommer cette friction, je vais pas dire de l'éliminer dans la mesure du possible, ou en tout cas au maximum, pour que le collaborateur, le réceptionniste qui est à l'hôtel, il puisse faire son métier de réception, d'accueil du client et de satisfaction du client. C'est en ça que que la techno, pour le coup, doit nous aider. Tout comme aujourd'hui, avec le mobile, on peut ouvrir des portes de chambre, quoi. Donc, l'idée, c'est que le client il puisse faire son check-in sur son mobile en 2, 4, 6. Celui qui a envie de passer à la réception parce qu'il aime bien papoter, il passe à la réception. Celui qui a juste envie d'arriver à l'hôtel, d'avoir déjà sa clé préchargée dans son téléphone et de savoir qu'il est déjà dans la 306, de lui donner cette option. Et donc finalement d'être en capacité par la technologie à nous adapter à la volonté du client. Tout digital ou rien digital, en fait. C'est vraiment une question d'adaptabilité. Donc ça, c'est la partie, pour ça que ça doit être collé au commerce. Pour ces raisons-là, c'est collé au commerce. C'est-à-dire que quand je dis commerce, c'est pas uniquement chiffre d'affaires. C'est aussi satisfaction du client. Après, il y a beaucoup de projets SI internes. Et oui, dans ces cas-là, le projet SI interne touche les collaborateurs. Mais bien souvent, moi, ce que j'ai vu par le passé, c'est quand même, on voit des projets où en fait, on interroge les collaborateurs. Tous, ou une bonne partie. On fait la liste à l'après-vert, on se retrouve avec un truc immense et on commence à développer, quoi. Mais à un moment donné, on ne s'est pas posé la question, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas changer un petit peu la manière de procéder du collaborateur pour gagner en efficacité? Et c'est là où parfois on tombe sur des projets de transfo qui deviennent compliqués. Un peu compliqué. Non, mais c'est intéressant. Et en fait, c'est vrai que tu as beaucoup mis l'accent sur le commerce depuis le départ, même si tu n'as pas parlé que de ça. Ça me rappelle l'autre DG, enfin le DG qui nous suit, nous, HubAdvisor, qui est Jean-Louis Marcouchi, ancien CEO de Inéo Défense, et à chaque fois, il nous parle du commerce. Je veux dire, quand on fait des points avec lui, c'est notre mentor, notre coach, c'est 75% du temps, il nous parle du commerce, et une fois, on lui a fait la remarque, on lui a dit, ouais, mais il n'y a pas que ça. Et il nous a dit, en fait, quand le commerce va bien, tout le reste, derrière, ça va aller mieux. Parce qu'une société qui, derrière, galère au niveau du commerce, ça va galérer dans tout, l'ambiance n'est pas forcément bonne, donc c'est vraiment le drive. Et il dit, t'inquiète pas, sur tous les autres projets, etc., si vous vaccinez bien le commerce, sur le reste, ça va filer droit. Donc, c'est aussi une vision, j'ai le sentiment, je partage la plupart des DG, quand on parle, entre guillemets, quand on veut présenter une roadmap en tant que DSI, en tant que Chief Transformation Officer, à une direction générale, à un CODIR, vaut mieux avoir le commerce quand même Écoute, oui, le commerce et le client. L'un et l'autre, l'un en complément de l'autre. Ça ne doit jamais être antinomique en tout cas. Nous, c'est ce qu'on a décidé il y a 11 ans, hein, dans la première vision stratégique qu'on a déployée après mes prises de fonction, c'est focus client. C'est le client d'abord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour satisfaire le client? Parce que si le client est satisfait, le commerce est satisfait, forcément. Ouais. Donc, c'est ce focus commerce parce que derrière, en fait, il y a le focus encore un peu plus au-dessus, qui est le focus client. Si tu ne t'intéresses pas à tes clients, à un moment donné, ils ne s'intéresseront pas à toi non plus. Donc, focus clair. On a une autre question de la part de Laurent, que je salue d'ailleurs. Bonjour Laurent. Comment arbitres-tu la liste ou la priorisation des projets?
Impact client, impact commerce. De manière, de manière assez simple, enfin, c'est pas si simple que ça, mais euh, on a, mais c'est dans toutes les entreprises, on a énormément de projets. Des projets de transformation, des projets de SI, il y en a à l'appel. Sauf que on n'a pas les budgets ou pas les personnes suffisantes pour tout traiter. Donc forcément, à un moment donné, faut arbitrer et prioriser. Et donc regarder forcément le ROI. Le ROI, c'est quoi? C'est impact client, impact chiffre, impact interne. Mais c'est là-dessus qu'on va hiérarchiser. Mais bien entendu, à partir du moment où nous, on a mis le client en tête de pont et le commerce derrière, c'est bien sûr autour de ça qu'on va trancher. Merci. Philippe qui nous dit compétences requises d'un DSI. Est-ce qu'il doit être un gourou de l'IT et du digital? Un gourou, je sais pas. Je sais pas ce que c'est qu'un gourou. Euh, non, je pense pas qu'il doit être uniquement gourou du digital. Bien entendu, s'il n'a pas de compétences autour du digital, ça va être compliqué, quoi. Mais je pense que dans un quelqu'un qui fait de la transfo, qui fait du digital, doit y avoir déjà beaucoup de compétences humaines pour justement être en capacité à aller écouter ce qui se passe et comprendre les besoins des autres et comprendre le besoin au commerce. Je reviendrai dessus, après je vais peut-être passer pour quelqu'un qui pense qu'au commerce, mais encore une fois, l'idée, c'est d'avoir vraiment un focus extérieur. Pas regarder uniquement son projet, mais quel est l'impact derrière qu'il doit avoir. Euh, et pour ça, il faut quand même, savoir de quoi on parle, savoir gérer les projets, mais si on n'est pas capable d'anticiper, encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, anticiper les frictions possibles, les résistances au changement et les combattre, ne marchera pas. Si c'est un gourou du digital qui n'est pas capable d'expliquer ce que ça va faire et comment ça va faciliter la vie des collaborateurs dans ce cadre-là, ça ne marchera pas. Donc encore une fois, ça demande aussi les compétences humaines. Ouais, tu as beaucoup mis l'accent sur l'humain aujourd'hui, in fine. Que ça soit pour devenir DG, c'est bâtir une équipe, rencontrer les gens, être dans l'intelligence collective. Et puis même les projets au bout du bout, la personne est bonne d'un point de vue technique, mais c'est pas pour toi le critère principal. C'est sa capacité à embarquer, à faire en sorte que le changement soit accepté. Et c'est ce que tu as dit, la conduite du changement en se disant je vais aller sur ce projet-là, il est génial, c'est la direction. Et puis les gens vont me suivre plus tard, ça fonctionne pas. Tout simplement. Donc tu as vraiment mis l'accent sur l'humain. On a une dernière question qui est un peu qu'on adresse aussi beaucoup Frédéric. Donc c'est Frédéric qui nous la pose. Et qu'on adressera dans un autre webinaire. Je fais un peu ma pub pour les prochains webinaires. Donc, Frédéric, on pourra échanger ensemble. Ça fait l'objet d'un prochain webinaire qu'on va organiser sur c'est quoi un DSI bankable en 2023. Et on va parler des différentes fonctions CDO, CIO, CTO. Mais lui nous dit comment répartir au mieux les activités pour éviter les silos. Alors, je ne sais pas si toi, au niveau des équipes digitales IT, tu vas dans ce niveau-là et de savoir comment derrière ils se répartissent les missions, ou si c'était plutôt davantage une question à poser directement à ton DSI, mais est-ce que toi, tu vois comment ils se répartissent les rôles les uns les autres? Alors, attends, je suis pas sûr que je connaisse tous les acronymes. La CDO, c'est quoi ça? C'est Chief Digital Officer. En gros, c'est les projets, les nouveaux projets. Des CIO, c'est L'info et la transfo. okay. Bon, moi j'ai une petite équipe aussi, hein. Ils sont un, deux, sur du pur SI, ils sont 3. Après, si on rajoute le digital, on rajoute 3 personnes, etc. Mais comment se répartir au mieux? J'en sais rien. Voilà, je sais, c'est peut-être la question. J'en sais rien. Ouais, j'en sais rien. C'est la question à poser au DSI. Je ne saurais pas répondre à la question de Frédéric. Je suis désolé. Ouais, très bien. Écoute, c'est clair. Merci beaucoup. La cybersécurité. Ah, bah ça, c'est un vaste sujet, ça. Ça, c'est de la responsabilité transverse, pour le coup, que je vois la question. Ça, pour le coup, ça ne peut pas être siloté. Ça, nous, on en a mis partout, de la cybersécurité. C'est à la fois de la responsabilité de la DSI. C'est aussi au niveau du réseau. Donc, nous, réseau, c'est tout ce qui est en lien avec nos hôtels. Et c'est aussi dans le pôle formation. Donc, on en a mis partout. C'est transverse. C'est clair. Écoute, Olivier, hop. Il y a combien de collaborateurs chez Best Western aujourd'hui?
Alors, il y a 100 personnes au siège et si on élargit le cercle à l'ensemble des hôtels, ça fait un peu plus de 4. Ok, 4000 collaborateurs. Très bien. Écoute, c'est clair. Le C annuel. Dernière question. Alors, le C annuel, c'est 500 millions, hors Covid. Ok. On a un peu ramasse ces dernières années. Ouais, avec le Covid compliqué, effectivement. Mm. On va s'arrêter là. Je sais que tu dois filer juste après, Olivier. Merci beaucoup à l'audience. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu penses de HubAdvisor? Écoute, je trouve ça génial. Honnêtement, non, mais franchement, déjà, un grand merci de m'avoir abordé lorsqu'on s'était croisés euh, au réseau Entreprendre sur la fête des lauréats. J'ai beaucoup aimé ton approche, beaucoup aimé la préparation de notre interview aussi. Euh, et en fait, et je le dis aux DSI qui nous écoutent, il n'y a pas de succès seul. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, j'espère que vous avez entendu ça, de collectif. Euh, et souvent, dans des postes de direction, euh, on se sent seul. Alors, on parle de la solitude du dirigeant, hein, le directeur général est généralement est quand même très solitaire à un moment donné. Mais dans tous les postes de direction, finalement, même tous les niveaux, il y a un moment donné, il faut prendre des décisions, on est un peu seul et c'est compliqué. Donc, faire appel à l'extérieur, des gens qui vont vous ouvrir les chakras, qui ont peut-être déjà vu des choses plus ou moins similaires à votre expérience, etc., c'est hyper intéressant. Donc, moi, je peux qu'appeler les gens qui nous écoutent aujourd'hui à sortir aussi de leur entreprise, faire appel à du conseil extérieur, comme vous le faites très bien, Ismaël. Ne restez pas seul. Entourez-vous, discutez avec d'autres qui sont dans d'autres secteurs d'activité. Moi, je passe énormément de temps, autant que je peux, à discuter avec d'autres patrons d'entreprise qui ne sont pas de notre secteur. Et en fait, on se rend compte qu'on a souvent les mêmes problématiques. Et en fait, la manière dont les uns et les autres ont pu les résoudre m'aide à prendre moi les bonnes décisions, ce que j'espère être les bonnes décisions pour mon entreprise. Donc faites pareil pour vous et avec des conseillers comme Advisor, je pense que vous pouvez trouver tout le soutien nécessaire. Merci J'ai beaucoup. bien pitché ou pas? Est-ce que j'ai bien pitché? On pourra, t'inquiète. Je rigole. Merci beaucoup, Olivier. C'était top. Et en plus, c'était sincère. Et je vous remercie tous. Merci beaucoup pour votre contribution. Et puis à bientôt. Pour ceux qui ont participé, on vous recontactera. Nous, on est dans l'échange, dans le partage. Donc, ce serait top de pouvoir aussi échanger avec vous, apprendre à vous connaître et pour organiser d'autres événements, d'autres contributions comme celle qu'on a eues aujourd'hui. Merci à tous. Excellent week-end. Au revoir. Merci à tous et à bientôt.